institutions politiques. Et le moment que nous vivons le plus intensément, c'est bien celui de la crise politique. Ce n'est pas à des Italiens que je me permettrai de dire que les partis de la droite libérale ont souvent basculé dans le vol, l'enrichissement personnel et, comme on disait dans les vieux livres d'histoire, le stupre. Vous avez peut-être quelques responsabilités, mais surtout vous payez cher, très cher, cette dégradation d'une politique publique en politique privée. Mais ce qui nous intéresse le plus, ce n'est pas cela aujourd'hui, ce n'est pas non plus, dirais-je, l'absence, la disparition des centres. Même en Grande-Bretagne, où le centre finalement est au pouvoir, mais sous l'aile de Cameron, sous l'aile de cette politique Tory que je viens d'évoquer. Mais la grande affaire, c'est que ces partis dont j'ai rappelé qu'ils avaient créé dans la deuxième moitié du XXe siècle ce que les Français appellent les 30 glorieuses et qui l'ont été pour à peu près tous les pays dans les mêmes conditions, ces partis ont disparu et nous sommes réunis ici moins de 2 jours après que cette disparition ait été actée en Italie. Les partis communistes qui avaient joué un rôle essentiel, surtout en France et en Italie, ont disparu depuis longtemps. Et à partir du moment où le mur de Berlin était renversé, le maintien en vie des partis communistes n'avait plus beaucoup de raison d'être. Mais ce que nous voyons mourir sous nos yeux, c'est ce qu'on a appelé la social-démocratie, la gauche démocratique, appelez-la comme vous voudrez. Je pense personnellement, je l'avais dit à ce moment-là, au principal responsable intellectuel de cette invention, que la Third Way de Tony Blair était quand même beaucoup, beaucoup plus proche de la droite que de la gauche. Mais on pourrait dire la même chose dans beaucoup de pays. Le recul du syndicalisme, très variable selon les pays, et c'est une des, je dirais presque une des gloires, mais c'est aussi un des grands avantages de l'Italie, d'être dans des pays qui ont encore un syndicalisme important, alors que les Espagnols, les Français, les Anglais, les Américains n'en ont plus ou presque plus, ou alors il s'agit d'autre chose qui porte ce nom-là, comme c'est souvent le cas aux États-Unis.
Mais nous avons vu, après la chute, la disparition de Brown, après l'affaiblissement durable, apparemment, de la social-démocratie allemande, comment ne pas parler avec un ton presque dramatique ou tragique de la décomposition, de l'affaiblissement, prenez les mots les plus doux que vous pourrez, de la gauche française et de l'écroulement avant-hier de la gauche italienne. J'ai dit qu'il ne faut pas faire porter à Zapatero la responsabilité que porte toute l'Espagne de la crise économique de son pays, mais enfin, le souhait de notre ami Felipe González n'existe plus. Bien. Et je pense aussi un peu à un autre ami, à Mario Soares, et la longue chute, le long déclin de son parti. Donc, quand je dis que les institutions sociales et politiques, et je pourrais bien sûr en ajouter d'autres moins massives, moins fondamentales, de la société industrielle sont en chute, en crise, comme vous voudrez, mais laissent en tout cas dans un état d'impuissance, et je dirais de non-conscience, d'inconscience, l'Europe qui fut industrielle. Je pense que je peux maintenant poser la question à laquelle je suis certainement incapable d'apporter une réponse aussi détaillée, qui est: que peut-il se créer ? Je suis conscient d'être un peu imprudent en donnant une réponse à cette question. Mais je suis là pour ça. Si vous admettez ce petit dessin que je faisais en esprit tout à l'heure, que des ressources économiques échappent au monde politique, au monde social, au monde culturel, et va vers le monde du pur profit, sans fonction économique, alors, de solution positive, je n'en vois qu'une, qui est que face à ce monde du profit, largement hors économie, il n'y a, devant l'écroulement des institutions sociales et politiques, il n'y a qu'une force qui peut se lever, qui probablement est déjà debout, qui déjà agit, et j'ajoute une force dont des réunions, des institutions comme celles qui nous réunissent ici portent l'avenir
dans une grande mesure, c'est ce que j'appelle d'un mot moche, d'un mot usé. La culture, je veux dire par là, non pas les valeurs en un sens encore plus contestable, mais quoi? Si on peut mettre derrière ce mot culture, culture, personnalité, disons le choix des fins, le choix des valeurs, et non pas des moyens, ça c'est la société. Si on peut mettre un mot, un contenu, alors tout n'est pas perdu. Et c'est à ça qu'il faut réfléchir. La réponse que j'ai élaborée au cours des 30 ou 40 dernières années, et surtout des 15 dernières années, est difficile à formuler parce qu'il s'agit d'un mot qui vous glisse entre les doigts. Je vais essayer de me faire comprendre très simplement. Nous sommes battus pour les libertés politiques, pour des droits sociaux, plus récemment pour des droits culturels, parmi lesquels vous pouvez placer, ou vous pouvez les placer à côté comme vous voulez, les droits génériques, les droits des genres. Et maintenant, parce que la domination de l'argent, du pouvoir, de l'arbitraire, j'ai envie de dire aussi du crime, l'économie criminelle représente probablement, me disent les économistes, entre 20 et 30% de l'économie mondiale. Et comme j'ai un pied en Amérique latine, je ne peux pas oublier que le commerce seul de la drogue a provoqué presque 100 000 morts dans l'année passée. Mais je peux dire le commerce des armes, mais je peux dire tout ce que vous voudrez. Même des bricoles, des cigarettes. Autrement dit, nous sommes en face, et c'est suffisant pour moi, j'espère pour vous aussi, que je dise la crise est globale, comme l'économie est globale, comme le profit est global. Alors, la force qui peut se lever contre cette domination globale, c'est-à-dire non contrôlable, il n'y a pas une seule force, pas plus le gouvernement américain que le Parti communiste chinois, ou qui vous voudrez. Il n'y a personne, aucune institution qui puisse contrôler le capitalisme financier sans fonction économique. Et par conséquent, ce que nous pouvons chercher, ce que nous devons chercher, c'est une force globale qui soit capable de résister à la violence, à l'arbitraire, au profit sans fonction économique. Et je ne connais personnellement, je ne connais qu'une réponse, ou je crois connaître une réponse, et peut-être beaucoup d'entre vous me diront que c'est une mauvaise réponse, une réponse insuffisante ou fausse. Moi, je dirais que le seul
concept qui porte la globalité à un niveau qui lui permet de résister à la globalisation du pouvoir financier, du pouvoir militaire, et aussi au bon côté du problème, la globalisation du pouvoir scientifique et technologique. C'est ce que nous avons appelé dans l'histoire européenne le sujet, depuis une période que vous avez vécue assez bien, quoique en réalité c'est un peu plus tard que cette idée s'est développée. Je dirais, c'est la grande idée des XVIIe et XVIIIe siècles, et qui se traduit par un mot qui veut dire la même chose, mais qui est plus concret, qui est l'idée des droits. Idée qui, comme chacun sait, nous vient d'Angleterre, qui a animé, je ne remonte pas à la Magna Carta et à l'habeas corpus, mais remonte à la Glorious Revolution, à l'indépendance américaine, à la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen, et puis finalement la Déclaration universelle de 1948. C'est-à-dire que nous disons qu'il y a, et la définition à donner tient en un mot, il s'agit de droits universels, c'est-à-dire des droits qui sont portés, auxquels peut faire appel n'importe quel être humain. Je vais employer encore un mot, mais d'une nature bien différente. Quand vous vous promenez dans le monde, que vous allez dans les Andes ou en Inde ou en Afrique ou en Europe ou n'importe où, y compris en Chine et encore plus en Russie, quels sont les mots que vous entendez le long de la route? Ce que demande la population mondiale, c'est ce que, dans toutes les langues du monde, on s'arrange pour appeler la dignité. On demande à être traité humainement, c'est-à-dire en fonction, dans le respect de droits universels qui prennent des formes différentes par des à travers des institutions différentes, peu importe. Mais disons, il y a quelque chose à quoi nous pouvons faire appel. Et je pourrais terminer cet appel avec la plus belle des formules pour définir l'être humain, qui est celle de Hannah Arendt, qui dit que les êtres humains sont les seuls qui ont le droit d'avoir des droits. Ce qui veut dire, quand j'emploie, ou quand d'autres, beaucoup d'autres, emploient le mot droit, quelque chose qui est au-dessus des lois. Les lois sont toujours liées au pouvoir. Les droits se lèvent toujours contre les lois qui défendent le pouvoir. C'est la raison pour laquelle les mouvements politiques ou sociaux, comme les pensées
religieuses ont toujours défendu par-dessus tout le droit au soulèvement contre le mauvais prince. Eh bien, ce que je tente de vous dire, trop vite, trop lentement, les deux à la fois. Vous me donnez encore 5 minutes. C'est ça. C'est la capacité de penser, d'agir, de reconstruire les institutions sociales, la définition des formes positives de la personnalité, le bon usage des ressources, en des termes qui sont des termes universalistes, et j'ajoute immédiatement, car c'est peut-être aujourd'hui le plus grand de nos problèmes. Nous, Européens, nous avons eu l'orgueil incroyable de dire notre mode de modernisation, c'est la modernité elle-même. Il n'y en a pas d'autre. Et alors on a conquis le monde, colonisé le monde, écrasé un peu tout le monde, ou beaucoup, pour affirmer ça. Et nous venons de vivre 100 ans qui ont été avant tout dominés par la destruction de cette prétention occidentale. Et nous venons de vivre une période terrible pendant laquelle ce sont ceux qui ont détruit cet orgueil occidental, ces libérateurs qui se sont transformés en dictateurs totalitaires ou autoritaires. Et maintenant, nous entrons dans la bataille centrale, celle où la pluralité des institutions et des cultures doit être combinée avec l'universalisme des droits. Il y a deux idées inacceptables, qui est l'universalisme européen pur, le multiculturalisme non européen pur. Il n'y a pas d'autre solution que de toute solution réelle est une combinaison d'universalisme. C'est un fait européen né en Europe. Quand je dis l'Europe, je veux dire le monde européen, y compris au-delà des frontières de l'Europe, évidemment. Et la diversité des histoires, tout simplement. Parce qu'on ne fait pas le neuf rien qu'avec du neuf. On le fait aussi avec du vieux. C'est ce qu'on appelle l'histoire. Et nous, Européens, qui venons de subir notre autodestruction, d'abord la destruction de l'Europe westphalienne en 1914, puis la destruction de quasiment toute la civilisation européenne dans la période nazie. Nous devons réintroduire l'universalisme des droits de l'homme, homme avec un grand H pour l'instant, pendant que les autres pays, dans la confusion la plus grande et la plus créatrice en même temps, inventent des institutions, font revivre des histoires, créent des mots, des idées, des récits qui vont nous permettre de faire apparaître à la lumière du jour
ces nouvelles combinaisons, comme nous avons fait apparaître notre modernité à partir de notre Renaissance. Je dirais qu'il existe des chances non négligeables pour que nous entrions dans un avenir proche, dans, je ne dirais pas un siècle d'or, mais dans un siècle ou 2 siècles, peu importe, de renaissance, et où nous voyons se multiplier les solutions, les constructions, les institutions, les idées qui permettent de combiner de manière dynamique et créatrice l'universalisme des droits et la diversité des histoires et des cultures et des personnalités. Voilà ce qui aurait constitué l'introduction de mon exposé. Si vous m'aviez permis de remplacer Fidel Castro maintenant qu'il ne parle plus 6 ou 7 heures durant, mais il faudrait bien ce temps-là. Je voudrais dire une seule chose pour terminer, parce que je pense qu'il y a un lien vraiment très étroit entre ce que j'essaye de dire et ce que vous avez choisi comme étant le thème central de ce congrès, de cette réunion. Je crois que ce que j'ai dit impose une injonction. Le modèle occidental que nous connaissons bien a consisté à concentrer les ressources cognitives, économiques, politiques, toutes les ressources dans les mains d'une élite extrêmement restreinte et d'une élite, on peut dire, uniquement masculine à quelques détails près. Et en même temps que nous avions cette formidable concentration qui a poussé à la création, mais aussi à la conquête et à la colonisation. Pendant ce temps-là, l'ensemble des populations en Europe et hors d'Europe ont été soumises à des systèmes de domination d'une violence extrême. Même s'il y a une part de mode, si je puis dire, dans les choses qui se disaient beaucoup il y a 30 ou 40 ans, mais on peut lire l'histoire européenne comme celle du raffinement, du renforcement, une histoire à la Foucault, du renforcement le plus en plus grand, de plus en plus profond, de plus en plus mini-politique dans tous les détails de la conduite humaine, la domination des dominés par ces groupes dominants qui restent. Et je pense que le monde occidental ne peut pas jouer son rôle qu'il est le seul à pouvoir jouer, c'est-à-dire de faire vivre dans cet environnement nouveau notre universalisme des droits, du sujet humain. Nous ne pouvons pas le faire si nous n'abandonnons pas, non pas cette civilisation humaine, ce mode de modernisation, cette extraordinaire polarisation
du monde européen comparé à d'autres.